Bonjour à toutes et à tous, il est 8h20, donc c'est l'heure officielle pour commencer. C'est moi qui vous fais le topo ce matin, c'est sur les recommandations de l'ESC 2022 sur l'HTAP. Alors je vous rappelle qu'il y a 4 nouveaux topos qui sont sortis dans les suites de l'ESC 2022. Il y a un topo sur la cardio-oncologie, il y a un topo sur la prévention des arythmies ventriculaires, et il y a un topo sur l'évaluation et la prise en charge des patients devant bénéficier d'une chirurgie non cardiologique. Et donc, il y a ces recommandations sur l'hypertension artérielle pulmonaire. Et je vais essayer de vous faire une présentation sur ces recommandations ce matin. Alors, vous savez que les premières diapos, elles sont toujours un peu capricieuses. C'est peut-être un peu plus que du caprice, là. Ah, c'est bon. Les anciennes recommandations, elles dataient de 2015 sur l'HTAP, donc elles ont 7 ans. Et là, les nouvelles recommandations, elles ont été élaborées de façon conjointe par la Société européenne de pneumologie et de cardiologie. Donc, c'est vraiment des recommandations qui sont couplées. Il y a pas mal de nouveautés, mais qui restent des petites nouveautés. Vous allez voir qu'il n'y a pas une transformation incroyable dans la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Il y a quand même des nouveaux seuils de définition et donc des nouveaux seuils hémodynamiques. Il y a des nouveautés dans le cadre du dépistage et il y a des nouveautés dans le cadre du traitement. Alors, je vous dis tout de suite, l'HTAP, c'est un peu une niche, c'est des prises en charge en centre expert, etc. Donc, nous, le but, c'est pas de devenir les champions olympiques de l'HTAP, mais c'est plutôt de savoir ce qu'on peut faire à notre échelle, dans notre centre qui n'est pas un centre d'experts, quel patient adresser, quel patient ne pas adresser, et puis comprendre un petit peu les mécanismes, les réflexions qui sont à la base des prises en charge. Donc, une nouveauté concernant la définition, pour commencer, la définition officielle de l'hypertension pulmonaire. Je vous rappelle que quand on parle de toutes les catégories, on parle d'hypertension pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est plus spécifiquement réservé au groupe 1 dont je vais vous parler après. Là, on parle de façon générale d'hypertension pulmonaire. La définition, c'est une pression artérielle pulmonaire calculé au cathétérisme cardiaque droit, qui est supérieur à 20 mm de mercure. L'ancien seuil, c'était 25 mm de mercure, et vous allez voir que pour dépister de façon un peu plus précoce l'HTAP, on parle maintenant de PAPM supérieur à 20 mm de mercure. Ensuite, une fois qu'on a notre diagnostic d'hypertension pulmonaire, on distingue 2 formes. Il y a les formes précapillaires et les formes postcapillaires. Pour la définition des formes pré- et postcapillaires, la variable hémodynamique, c'est la pression artérielle pulmonaire d'occlusion inférieure à 15 mm de mercure, c'est une forme précapillaire. Supérieure à 15 mm de mercure, c'est une forme postcapillaire. Ensuite, à l'intérieur de ces formes postcapillaires, on différencie 2 sous-groupes, les formes postcapillaires isolées, donc qui ont de l'hypertension pulmonaire uniquement en lien avec une part postcapillaire et qui ont donc des résistances vasculaires pulmonaires basses, inférieure à 2 unités Wood. Ce seuil, il a également changé. Avant, c'était 3 unités Wood. Maintenant, c'est 2 unités Wood, toujours dans la même façon pour être un peu plus précoce. Et les formes postcapillaires combinées, qui ont donc à la fois une forme postcapillaire avec une papo supérieure à 15 et une forme précapillaire, définie par des résistances vasculaires périphériques supérieures à 2. Les définitions, donc, elles sont à la fois un peu plus précoces et puis elles sont à la fois un peu plus simples. Vous savez, avant, pour définir les formes postcapillaires isolées et combinées, on parlait du gradient diastolique et gradient transpulmonaire. Donc, on faisait PAD moins PAPM ou moins PAPO, pardon, ou PAPM moins PAPO. Et si ce gradient était important, c'était des arguments en faveur d'une forme postcapillaire. Ça, c'est totalement sorti des recommandations et on ne parle plus que des résistances vasculaires pulmonaires inférieures ou supérieures à 2 pour parler des formes postcapillaires isolées ou combinées. Voilà, les nouveautés, c'est ça. On passe de 25 à 20 PAPM, on passe de 3 à 2 pour les résistances. Et donc là, le but, c'est de dépister de façon un peu plus précoce les hypertensions pulmonaires débutantes. En 2012, on parlait de l'hypertension pulmonaire d'effort. En 2015, c'était complètement sorti. Ça revient dans les définitions. Alors là, c'est vraiment une niche parce que c'est un cathétérisme cardiaque au repos et à l'effort. En tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est revenu dans les recommandations avec un rapport PAPM sur débit cardiaque supérieur à 3 mm de mercure par litre par minute entre des mesures de repos et d'exercice pour parler d'hypertension pulmonaire d'effort. La classification en 5 groupes qui a très peu évolué. Vous savez que quand on parle d'hypertension pulmonaire, on regroupe ces 5 groupes dont je vais vous dire un mot. En totalité, ça représente, c'est une niche, c'est 1% de prévalence. Quels que soient
les mécanismes physiopathologiques, tous ces 5 groupes d'hypertension pulmonaire vont aboutir à une augmentation de la PAPM, à une augmentation des résistances vasculaires périphériques. Ces 2 paramètres sont en lien direct avec la mortalité et les mécanismes hémodynamiques, ça finit toujours par de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces 5 groupes? On a le premier groupe. Le premier groupe, c'est vraiment l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans ce groupe-là, on peut vraiment parler d'hypertension artérielle pulmonaire parce que c'est la maladie de l'artère pulmonaire, avec à la fois des mécanismes de vasoconstriction et puis à la fois des mécanismes de prolifération intimale, de remodelage vasculaire qui aboutissent à de l'hypertension artérielle. Dans ce groupe-là, on a des formes idiopathiques, on a des formes un peu héréditaires, on a des formes qui sont associées aux connectivites, on a des formes qui sont associées à des prises de médicaments. C'est une pathologie qui est rare, qui est peu fréquente et pour qui on a de multiples possibilités thérapeutiques dont je vais vous parler, avec notamment beaucoup d'innovations thérapeutiques. Le deuxième groupe, c'est le groupe qu'on connaît le plus, c'est l'hypertension pulmonaire liée au cœur gauche. Donc, c'est l'hypertension pulmonaire du cardiologue. C'est extrêmement classique, extrêmement fréquent. Ça peut être en lien avec de la cardiopathie à fonction systolique altérée, préservée, des valvulopathies. Et on a ces 2 sous-groupes avec à la fois les formes post-capillaires combinées et les post-capillaires isolées. La troisième partie, on va en parler extrêmement peu parce que c'est la forme du pneumologue, c'est l'hypertension pulmonaire qui est en lien avec une pathologie respiratoire assez classique. La quatrième partie, qui est rare mais qui nous intéresse beaucoup, c'est l'hypertension pulmonaire qui est en lien avec une obstruction vasculaire, que ce soit une obstruction par des mécanismes rares ou une obstruction par le phénomène le plus classique, c'est la maladie thromboembolique chronique. Il y a aussi des nouveautés thérapeutiques, il y a des possibilités thérapeutiques dans cette catégorie dont on parlera. La 5e, c'est pas à retenir, c'est des hypertensions pulmonaires rares, de mécanismes plurifactoriels qui regroupent de nombreuses pathologies. Ça, c'est vraiment une affaire d'experts et de niche. Toujours concernant la classification, pour vous montrer les petites modifications qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modification? On parle d'une hypertension pulmonaire rare qui est liée à la pathologie véno-occlusive. Cette pathologie était classée dans le groupe 5 avant, elle est à nouveau classée dans le groupe 1. Dans le groupe 2, aucune modification. Dans le groupe 3, lié aux pathologies respiratoires, on a bien sûr les obstructions pulmonaires, les restrictions pulmonaires, les pneumopathies interstitielles. Avant, il existait le syndrome d'apnée du sommeil dans cette catégorie-là. C'est sorti des définitions. C'est-à-dire qu'on pense qu'un syndrome d'apnée du sommeil isolé ne peut pas expliquer à lui-même une hypertension pulmonaire. Donc, on sort le syndrome d'apnée du sommeil. Groupe 4, pas de modification. Groupe 5, pas de modification. Un petit mot, alors vous avez vu dans le groupe 1, il y a 2 sous-groupes, il y a les patients qui sont répondeurs à la vasoréactivité et ceux qui ne sont pas répondeurs. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez rare, mais dont il faut vous parler. La première chose, quand on diagnostique une hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, c'est de se demander si ce n'est pas les 10% qui vont être positifs au test de vasoréactivité. Donc, quand on prend en charge une hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, on fait un test de vasoréactivité dans un centre d'expertise en cathétérisme cardiaque droit pour les HTAP idiopathiques, les HTAP héréditaires et les HTAP médicamenteuses. La définition, c'est une baisse de 10 mm de mercure et une pression artérielle pulmonaire moyenne baissant en dessous du seuil de 40 mm de mercure lors du test de vasoréactivité. Ça concerne peu de monde, mais le pronostic, il est complètement différent et le traitement, il est complètement différent. Donc, c'est rare, mais on n'a pas le droit de ne pas l'éliminer. C'est des patients qui répondent très bien à un traitement à haute dose d'inhibiteurs calciques. Je vous ai donné les posologies, c'est des grosses doses d'inhibiteurs calciques. On oublie ces HTAP vasoréactifs. Alors, comment on fait le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire? C'est la grande première partie de ces recommandations. Vous allez voir que ce n'est pas facile parce que ça, vous le savez bien, les symptômes de l'hypertension pulmonaire, c'est absolument pas spécifique. Fatigue, dyspnée, palpitations. Donc, en gros, toute la pathologie cardiaque donne ce genre de symptômes. Après, dans des stades plus avancés, syncope et hémoptysie. Et puis, de façon extrêmement rare, des compressions liées à la dilatation de l'artère pulmonaire. Alors là, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, le diagnostic, ça ne va pas être facile uniquement sur la clinique. Alors, dans les recommandations, ils proposent une stratégie de diagnostic en 3 temps. Chez les patients qui présentent une dyspnée un peu inexpliquée, des symptômes évocateurs, une suspicion diagnostique, ils proposent de faire une suspicion clinique plus importante, de passer au 2e stade après, qui est
le stade de la détection par l'échographie cardiaque pour établir une probabilité d'hypertension pulmonaire et la confirmation en centre de référence par la réalisation du cathétérisme cardiaque droit. Alors, la première phase de suspicion clinique, on a quand même des éléments qu'on doit vraiment impérativement rechercher sur l'anamnèse, sur les antécédents, sur l'examen clinique, et après sur les premiers examens paracliniques de saturation, d'électro, de BNP, de gaz du sang. L'anamnèse, ça va bien sûr être les antécédents respiratoires, les antécédents de prise médicamenteuse, les antécédents familiaux éventuellement de transplantation hépatique, de transplantation pulmonaire, d'histoire d'hypertension artérielle pulmonaire. Je vous présente sur cette diapositive là un peu les différents phénotypes de présentation des hypertensions pulmonaires. Le groupe 1, très classiquement, c'est plutôt des sujets jeunes, c'est plutôt des femmes, très contrairement au groupe 2 où ça va être plutôt des patients âgés et plutôt des femmes dans la catégorie de l'HTAP en raison d'une cardiopathie à fonction systolique préservée. Dans le groupe 3, plutôt des patients âgés, plutôt des hommes, plutôt des patients aux antécédents respiratoires. Et bien sûr, dans le groupe 4, bien recherché, c'est la pathologie thromboembolique, bien recherché les antécédents de MTEV, que ce soit TVP, embolie pulmonaire, etc. Sur la présentation clinique, il n'y a pas grand-chose, à part bien sûr la présence d'oxygène chez les patients du groupe 3. Donc ça, c'est les petits arguments cliniques à rechercher. Ensuite, on passe à la deuxième phase de notre stratégie diagnostique, qui est la détection avec l'échographie cardiaque. Alors, l'échographie cardiaque, c'est bien sûr la pierre angulaire du dépistage de l'hypertension pulmonaire. La définition, ça reste sur la vitesse maximale du flux d'insuffisance tricuspidienne. Puis vous allez voir que dans les zones un peu intermédiaires, il faut rechercher les autres signes évocateurs d'hypertension pulmonaire. Alors là, je vous fais le rappel qu'ils mettent dans les recommandations. Vous allez voir qu'on n'apprend pas énormément de choses, mais c'est l'occasion de rappeler un peu toute l'évaluation du cœur droit en échographie. Bien sûr, la dilatation du ventricule droit, que l'on peut mesurer en parasternal grand axe, petit axe ou cas de cavité. Donc là, en parasternal grand axe, là, en cas de cavité, avec le rapport classique de diamètre télédiastolique du VD supérieur à 1 par rapport au diamètre télédiastolique du VG. Là, on a ce qu'on appelle l'inversion de la courbure septale. Alors, je vous rappelle que dans l'hypertension pulmonaire, on parle de surcharge barométrique, on parle de pression. Et donc, quand on a une surcharge barométrique des cavités droites, on parle d'inversion de la courbure septale. On ne parle pas de septum paradoxal qui correspond, lui, à la surcharge volumétrique. Donc, la différence, c'est que la courbure septale, elle est tout le temps plate, que ce soit en systole ou en diastole, contrairement au septum paradoxal. Il y a bien sûr la dilatation de la veine cave inférieure. Il y a le temps d'accélération pulmonaire qui est raccourci dans les cas d'HTAP. Il y a la diminution de la fraction de raccourcissement du ventricule droit. La fraction de raccourcissement, vous savez, c'est le rapport entre le diamètre télédiastolique et télésystolique du ventricule droit. Il y a les diminutions des paramètres à l'anneau, que ce soit le TAPS ou l'onde prime. Il y a la dilatation de l'oreillette droite. Alors ça, c'est un paramètre tout bête, mais vous allez voir, dans le cadre du suivi, c'est le paramètre le plus spécifique, la dilatation de l'oreillette droite, avec une limite à 18 cm². Là, bien sûr, l'évaluation du fluidité, auquel on ajoute l'estimation de la POD avec l'élargissement de la veine cave. Et puis, le signe de gravité de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est l'épanchement péricardique. Ça, c'est tous les indices de dépistage classiques. Il y a deux nouveautés par rapport à 2015. Donc, dans ces recommandations 2022, c'est quelque chose qu'on connaît bien en congénital, c'est le diamètre de l'artère pulmonaire qui est supérieur au diamètre de l'aorte. Ça n'existait pas dans les recommandations, ça apparaît. Et puis, il y a un rapport TAPS sur PAPS. Plus ce rapport est petit, plus l'hypertension artérielle est probable et grave. Donc, je vous ai entouré dans les paramètres additionnels à rechercher en échographique les deux nouveautés, rapport TAPS sur pression artérielle pulmonaire systolique et le rapport du diamètre de l'artère pulmonaire sur le diamètre de l'aorte. La stratégie de dépistage par l'échographie cardiaque, il y a des limites qui sont fixées à 3,4 mm de mercure, 3,4 mètres par seconde. Donc ça correspond à 46 mm de mercure. Une PAPS supérieure à 46 mm de mercure, on est dans la probabilité haute d'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc là, il recommande de se poser la question du centre d'expertise et du cathétérisme cardiaque droit. En dessous de 2,8, ce qui doit correspondre à 32 mm de mercure, plutôt probabilité faible.
entre les deux, c'est-à-dire entre 32 mm de mercure et 46 mm de mercure. C'est là où c'est important de rechercher les signes additionnels d'hypertension artérielle pulmonaire en échographie. Aussi les facteurs de risque, c'est-à-dire si on est entre les deux, mais que le patient il a déjà fait 5 embolies pulmonaires ou il a toutes les raisons familiales de faire une hypertension artérielle pulmonaire, eh ben, on rejoint cette case probabilité haute, discuter la réalisation d'un cathé droit en centre d'experts. Donc, au-dessus de 46 mm de mercure, on y va. Entre 32 et 46, on se pose la question sur les signes additionnels et sur les facteurs de risque additionnels. En pratique, nous, on ne va pas adresser tous les patients en centre d'expertise et on a encore du travail à faire quand on suspecte fortement une hypertension pulmonaire en échographie cardiaque. Rapidement, on va voir un petit peu quelle orientation on prend chez un patient clairement avec un profil pulmonaire. Ce qui peut aider comme argument, c'est bien sûr la réalisation des EFR, une radiographie pulmonaire, un test de MASH de 6 minutes et un scanner pour évaluer la maladie parenchymateuse. Si on a une orientation plutôt HTAP post-embolique sur les antécédents du patient, le diagnostic se fait par la scintigraphie de ventilation-perfusion. Je vous rappelle que c'est l'examen de référence pour diagnostiquer le cœur pulmonaire chronique et la maladie thromboembolique veineuse chronique. C'est ce qui a la meilleure sensibilité. Et bien sûr, on passera aussi par la case de l'angioscanner thoracique, à la fois dans le cadre d'un bilan d'opérabilité, on en parlera, puis à la fois pour bien évaluer l'état du réseau artériel. S'il y a une orientation plus cardiaque, eh ben, on peut discuter de recontrôler l'échographie peut-être après diminution des conditions de charge, réaliser une échographie transœsophagienne pour mieux analyser une valvulopathie et se demander si cette valvulopathie elle est oui ou non responsable de l'hypertension artérielle. Bien sûr, le test à l'effort, et puis l'IRM cardiaque, vous allez voir, notamment dans le cadre du suivi, qui prend une part bien importante dans cette HTAP. Alors là, je vous ai mis un petit tableau qui est un peu une probabilité d'avoir une part post-capillaire ou en tout cas une part cardiaque dans notre hypertension artérielle pulmonaire. Ça pourrait être, on fait une échographie cardiaque à l'aveugle, on tombe sur 50 de PAPS et puis on se met seulement à interroger le patient là, qu'est-ce qui peut nous orienter en faveur d'une origine cardiaque ou qu'est-ce qui nous fait dire que c'est probablement pas cardiaque. Donc là, c'est hypertension artérielle pulmonaire en lien avec une pathologie du cœur gauche. Un bon argument, c'est l'âge. Un bon argument en faveur d'une atteinte du cœur gauche, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire, le surpoids, l'hypertension, la dyslipidémie, le diabète. C'est bien sûr si on sait qu'il a déjà une cardiopathie gauche, s'il a déjà eu une insuffisance cardiaque, c'est des choses bêtes, mais ça sort bien. S'il fait de la fibrillation auriculaire, et puis si en échographie, on voit une cardiopathie gauche. Tout ça, c'est des arguments en plus d'une origine cardiologique à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Toujours dans notre un peu prise en charge pratico-pratique, on suspecte de l'HTAP, qu'est-ce qu'on peut faire? Le scanner thoracique, il a une place vraiment prépondérante, je vous l'ai déjà dit, à la fois pour analyser le parenchyme pulmonaire, pour dépister les HTAP du groupe 3. Également, il a un grand intérêt diagnostique et pronostic. Et puis, il y a aussi ce rapport diamètre de l'artère pulmonaire par rapport à l'aorte qui existe en scanner. Sur les comptes rendus de scanner pour l'embolie pulmonaire, il nous en parle souvent de ce rapport. D'autres petites choses, l'échographie abdominale pour les signes d'hypertension portale qu'on peut être amené à réaliser. Et puis, un petit mot sur la génétique. Il y a une forme classique, alors c'est assez rare, les HTAP idiopathiques génétiques, c'est entre 1 et 5% des HTAP. Il y a une mutation bien classique, c'est BMPR2. Et donc, si on a bien sûr quelqu'un dans la famille qui est porteur de ça, ou si c'est vraiment un sujet jeune avec des formes, une forme pour laquelle on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent, on peut aller discuter le bilan génétique. On retrouve ce que je vous ai dit sur ce grand algorithme-là. On recherche bien les antécédents, l'histoire clinique et les examens paracliniques. On confirme notre hypertension artérielle pulmonaire avec l'échographie. On complète rapidement avec l'exploration respiratoire si on a une orientation vers une pathologie respiratoire. Scanner, radiographie des pulmonaires. Si on a une orientation plutôt cardiologique, le test d'effort. Et là, en fonction de notre probabilité, on réfère à un centre de compétences pour la réalisation du cathétérisme cardiaque droit. Vous voyez que là, dans les recommandations, il y a un petit raccourci, c'est d'aller très rapidement au centre de référence et au cathé droit si on a des signes, ce qu'ils appellent d'alarme. Signe d'alarme, c'est un patient très jeune qui serait très symptomatique, une dyspnée vraiment inexpliquée, très rapidement progressive, des syncopes qu'on ne comprend pas. On peut aller un peu plus rapide.
Malgré tout ça, malgré cette prise en charge de stratégie diagnostique en 3 temps, il y a encore des patients chez qui on découvre l'HTAP de façon trop tardive avec des formes trop sévères. Pour cela, les recommandations, elles ont recommandé un dépistage renforcé dans des populations particulières. Les populations particulières, c'est des patients qui sont asymptomatiques mais à très haut risque. Très classiquement, c'est la sclérodermie et puis les rares cas de forme familiale. Aussi un dépistage plus précoce chez des patients qui sont symptomatiques et qui ont, on sait, une pathologie qui peut être associée à une HTAP. C'est des HTAP du groupe 1, là, c'est des patients qui sont suivis pour un VIH ou pour d'autres connectivites, type Gouge-Rogers-Graine, une PPR, un lupus. C'est moins associé aux HTAP que la sclérodermie, mais ça peut quand même arriver. Et puis, ils insistent bien sur l'importance du dépistage dans la population générale des patients qui ont fait une embolie pulmonaire. Il ne faut pas manquer l'HTAP du groupe 4 avec un dépistage à 3 à 6 mois de l'embolie pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'ils recommandent extrêmement précisément? Des patients qui ont une sclérodermie, dépistage systématique annuel. Nous, on le sait bien, là, sur les plages de 2FC, on fait des échos tous les ans pour les patients qui ont des sclérodermies. Ils vont même un peu plus loin. Ils disent que même si l'écho est normal et qu'on a une dyspnée inexpliquée chez un patient qui est suivi pour une sclérodermie, il ne faut pas hésiter à aller au caté droit. Donc, vraiment, ils insistent sur le dépistage systématique de l'HTAP dans le cadre de la sclérodermie. Dans les formes post-emboliques chroniques, vraiment pas rater le coche s'il y a une dyspnée persistante à 3 ou à 6 mois d'une embolie pulmonaire, et avec une orientation assez rapide vers le centre de référence. Là, c'est une petite diapo pour justement, c'est quoi les patients qui sont à risque de développer une forme post-embolique chronique après une embolie pulmonaire. Alors, ce n'est pas révolutionnaire, mais ça fait du bien de l'entendre. C'est des patients qui en ont déjà fait plusieurs. Donc, ça, c'est les arguments au moment où on prend en charge un patient pour une EP ou pour une TVP. C'est s'ils ont des antécédents, il faudra bien penser, oui, toi, il faudra que je te dépiste à 3 ou 6 mois. C'est s'il y a une large embolie pulmonaire au niveau du scanner initial. C'est si, bien sûr, on a des signes de gravité échographique sur le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Et puis, si sur le diagnostic scanographique de l'embolie pulmonaire, ils nous disent, oui, il y a une EP aiguë, mais il y avait aussi une EP chronique. Donc ça, ces patients, il faut bien penser à bien les diagnostiquer. Et puis, il y a d'autres arguments qui sont un peu moins connus aussi, c'est des facteurs de risque de développer une HTAP post-embolique chronique. C'est les patients qui ont d'autres causes d'avoir des HTAP, par exemple des chintes atriales ou ventriculaires. C'est des patients qui ont des pacemakers ou des dispositifs implantables chroniques dans les cavités droites, des patients qui ont des antécédents de splénectomie, et puis d'autres pathologies qui peuvent être associées avec une suspicion plus importante d'HTAP post-embolique. Ça, ce n'est pas dans les recommandations ESC 2022, mais c'était dans les dernières recommandations de l'embolie pulmonaire. C'était juste pour vous montrer que pour ne pas passer à côté d'une HTAP post-embolique, il faut bien penser au suivi à 3 et 6 mois. Le diagnostic, ça repose sur l'échographie. Le dépistage et la confirmation, c'est la scintigraphie, ventilation, perfusion. Donc ça, c'est les 3 trucs à savoir. Je ne rate pas mon suivi à 3 et 6 mois. Je regarde bien les PAPS en échographie. Si j'ai le moindre doute, scinti, ventilation, perfusion, c'est ça qui va affirmer le diagnostic. Alors, on a fini notre phase de stratégie diagnostique, on a fini notre phase de dépistage en échographie et maintenant, on adresse pour le cathétérisme cardiaque droit. Là, je vous ai mis un petit peu toutes les valeurs qu'on le recueille lors du cathétérisme cardiaque droite. Au moins, si vous vous posez la question, quand des fois on analyse des cathétérismes cardiaques droits, là, vous aurez les valeurs de référence. Je vous rappelle que le diagnostic, c'est cette ligne-là, c'est la pression artérielle pulmonaire moyenne avec une limite à 20 mm de mercure. Ensuite, on évalue la pression artérielle pulmonaire d'occlusion avec une limite à 15 et on se dit, est-ce que c'est purement, ça c'est pour pré- et post-capillaire, est-ce que c'est post-capillaire isolé ou est-ce que c'est post-capillaire combiné? Ça, c'est les pressions, les résistances vasculaires pulmonaires qui nous donnent la réponse avec une limite à 2. On passe, maintenant, on a fait notre diagnostic, on passe à la stratification du risque. Et là, je parle plus spécifiquement des HTAP du groupe 1. Pourquoi c'est important de stratifier le risque? C'est ça qui change tout, en fait. Ça va changer le pronostic du patient, ça va changer la stratégie thérapeutique que l'on va mettre au début, et ça va changer notre suivi avec les modifications de stratégie thérapeutique. Donc, c'est une évaluation qui est extrêmement importante, qui est multiparamétrique et qui va permettre de définir 3 niveaux de risque, faible, intermédiaire et élevé.
On le fait donc au moment du diagnostic et on le fait au moment du suivi. C'est la même stratification qu'en 2015 avec toutes des variables nouvelles d'IRM cardiaque. L'IRM, elle apparaissait pas en 2015. Maintenant, elle apparaît sur cette stratification du risque 2022 avec 3 paramètres. Fraction d'éjection ventriculaire droite, volume d'éjection systolique indexé, volume télédiastolique du VD. Et une nouvelle variable issue du cathé droit, c'est le volume d'éjection systolique indexé. Cette stratification du risque, la voilà. Il n'y a bien sûr rien à retenir par cœur. On peut juste passer en défiler les variables qui rentrent dans cette évaluation des facteurs de risque, parce que c'est important pour nous. Si jamais on voit un patient, qu'est-ce qui fait que ce patient est grave ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'il est grave ou pas? C'est la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite. C'est est-ce qu'il a des symptômes qui évoluent rapidement? Est-ce qu'il a déjà fait des syncopes? Est-ce qu'il a un stade de NYHA de dyspnée élevé? Le test de marche de 6 minutes, qui est un excellent paramètre pronostic, les paramètres lors de l'épreuve d'effort couplée à la VO2, les biomarqueurs avec les BNP, les paramètres de l'échographie, et je vous ai déjà parlé de la surface de l'OD, qui est un des meilleurs paramètres de suivi, ce rapport TAPS sur PAPS, et puis la présence d'un épanchement péricardique, qui est un signe de gravité des hypertensions artérielles pulmonaires. Là, c'est les 3 signes d'IRM cardiaque dont je vous ai parlé, et les paramètres hémodynamiques, avec bien sûr le débit cardiaque et puis ce nouveau paramètre qui est le même paramètre qu'en IRM, le reflet du débit cardiaque qui est le volume d'éjection systolique indexé. Ça, c'est l'évaluation du risque fine, précise, et pour simplifier un peu la prise en charge, notamment lors du suivi, ils ont aussi développé un autre score qui est pour l'évaluation plutôt du suivi, avec 4 évaluations du risque, intermédiaire haut, intermédiaire bas et haut risque, bas risque. Seulement 3 paramètres qui rentrent en cause, qui rentrent en prise en charge, la dyspnée, les NT-proBNP et le test de marche. Donc ça, c'est une autre façon d'évaluer la gravité des patients, plutôt lors du suivi. 4 niveaux de risque et seulement 3 paramètres qui sont la dyspnée, le test de marche de 6 minutes et les BNP positifs ou non. Tous les combien on fait ce suivi? Alors ça, les recommandations, elles ne sont pas très précises, mais ils disent qu'il faut le faire souvent, tous les 3 à 6 mois, et sûrement tous les 3 à 6 mois après chaque changement thérapeutique, avec notamment la place du cathé droit qui n'est pas complètement définie, bien sûr à la prise en charge. Peut-être, ce n'est pas de la recommandation de classe 1, mais peut-être que c'est bien d'en faire un tous les 6 mois. En tout cas, nos patients qui sont suivis à Lyon, ils ont un cathé droit tous les 6 mois. On va passer à la prise en charge thérapeutique. Il y a déjà un petit mot sur les mesures générales de ces patients qui souffrent d'une hypertension artérielle pulmonaire. Les activités physiques, elles sont franchement à encourager pour le conditionnement périphérique. À un moment, on disait on avait peur des variations de pression importantes lors des efforts. Il faut vraiment encourager l'activité physique. Il ne faut pas que ces patients ils restent au fond du canapé parce qu'ils vont se déconditionner extrêmement rapidement. L'anticoagulation, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas d'anticoagulation systématique. C'est vraiment de l'évaluation au cas par cas. Pareil, les diurétiques, il y avait un espèce de dogme qui disait on ne donne pas de diurétiques à des patients qui ont des HTAP. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Des patients qui ont une HTAP qui est compensée, sans dysfonction ventriculaire droite, ils n'ont pas besoin de diurétiques. Et il y a toujours eu la notion qu'il y avait une hémodynamique précise et qu'ils étaient très sujets aux variations de précharge, ces patients qui souffraient d'HTAP, qu'il fallait faire attention aux diurétiques. Oui, c'est sûr que les patients qui ont un cœur droit, ils sont sujets aux variations de précharge. C'est surtout qu'ils n'ont pas besoin de diurétiques s'ils sont bien adaptés. Et par contre, si on est au stade de l'insuffisance ventriculaire droite, bien sûr qu'il faut mettre des diurétiques. Tout ça, on a eu le cas de patients qui arrivaient avec 10 litres de surcharge hydrosodée. Mais bien sûr, s'ils sont au stade de l'IVD, bien sûr qu'ils doivent bénéficier de diurétiques. De l'oxygène, c'est un peu bête, c'est les mêmes définitions. C'est s'ils sont hypoxiques avec des PaO2 en dessous de 62 mm de mercure, on peut mettre de l'oxygène. Il n'y a aucun traitement cardiotrope spécifique qui a montré une amélioration d'un quelconque pronostic dans l'hypertension artérielle pulmonaire, que ce soit les IEC, les anti-aldostérones, les bêta-bloquants, les inhibiteurs des SGLT2. Donc, aucun traitement cardiotrope spécifique, sauf s'il y a une autre indication, bien sûr, si on veut traiter de l'HTA, si on veut traiter du cœur gauche, bien sûr, mais pas pour l'HTA spécifique.
Je dis un petit mot sur attention aux bêta-bloquants. Il n'y a pas grand-chose dans les recommandations sur les bêta-bloquants. En pratique, on sait que quand les patients sont un peu dépassés, commencent à avoir de la dysfonction ventriculaire droite, on sait qu'il faut vite lever le pied sur les bêta-bloquants. On a eu déjà des beaux résultats chez des patients qui commencent à être très essoufflés, qui commencent à être un peu trop lents, avec des grosses doses de bêta-bloquants, pas du tout cardiosélectifs sur l'HTAP. Ça fait souvent un mauvais ménage et c'est un bon réflexe à avoir de baisser les doses ou de se faire sauter les bêta-bloquants dès qu'on commence à avoir de la dysfonction VD sur l'HTAP. La carence en fer, il faut vraiment la rechercher, il faut vraiment la corriger. C'est les mêmes cut-off que dans l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire en dessous de 100 ferritine, on supplémente, entre 100 et 300 de ferritine avec un coefficient de saturation inférieur à 20%, on supplémente. Ils ont repris les mêmes critères que dans l'insuffisance cardiaque. Et vaccination vraiment assez large contre la grippe, contre le pneumocoque, puis maintenant contre le Covid, ça apparaît dans les recommandations. On va parler des traitements un peu plus spécifiques maintenant qui concernent surtout les HTAP du groupe 1. Il y a 3 grandes lignes qui aboutissent à peu près au même résultat. Il y a 2 choses qu'il faut faire dans les HTAP, c'est essayer de combattre la vasoconstriction et d'obtenir de la vasodilatation. Et puis c'est essayer de combattre ce prolifération intimale, ce remodelage vasculaire en essayant d'avoir une action antiproliférative. Les 3 grandes voies, c'est les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, c'est la voie du NO avec les inhibiteurs des phosphodiestérases et les stimulateurs de la guanylate cyclase, nouveau médicament qui est le riociguat. Donc c'est dans cette voie du NO. Et puis la voie la plus classique, la voie de la prostacycline. Ça, je vous en ai déjà dit un mot sur les inhibiteurs calciques. Donc, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, ça, je vous l'ai dit, les 2 mécanismes d'action, elles combattent la vasoconstriction, elles combattent la prolifération cellulaire. Le médicament, le premier à être bien développé dans cette catégorie, c'était le bosentan, le Traclyr. Maintenant, il est un peu suppléé par l'ambrisentan, qui est le Volibris, qui est le plus prescrit dans cette indication et dans cette catégorie. Deuxième catégorie, c'est les inhibiteurs des phosphodiestérases 5 et les stimulateurs de la guanylate cyclase. Donc ça, c'est la voie du NO. Le plus classique, c'était le sildenafil, qui est le Revatio. Il est pareil, un peu désuet maintenant, et il est remplacé par le tadalafil, qui est de l'Atirca. Et puis le nouveau médicament dans cette voie du NO, c'est un stimulateur de la guanylate cyclase, c'est le riociguat. Son nom de spécialité, c'est Adempas. Et maintenant, il est surtout prescrit dans les HTAP du groupe 4 post-embolique. Dernière catégorie, c'est la voie de la prostacycline. Dedans, on a les analogues de la prostacycline, époprosténol et trépostinil. Ça, c'est les 2 médicaments de référence. Vous savez que la grosse difficulté de ces traitements, c'était par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée. Ça, c'était le Flolan, par voie intraveineuse. Trépostinil, c'est le Remodulin par voie sous-cutanée. Donc, c'est des médicaments qui font le voie sous-cutanée, ça fait mal. Le Flolan, il y a des gros problèmes de voie d'abord, des gros problèmes d'infection. C'est vraiment des médicaments très particuliers, difficiles à supporter. Ils ont petit à petit été remplacés, pas tout à fait remplacés, mais ils peuvent être remplacés dans certaines indications par des analogues de la prostacycline qui ne sont pas par voie IV ou par voie sous-cute. Il y a l'Iloprof, c'est Ventavis, ça se donne en aérosol, et il y a un nouveau médicament qui est des agonistes du récepteur de la prostacycline, c'est le Selexipag Uptravi. Je vous dirai dans les recommandations, c'est pas tout à fait les mêmes indications, donc il ne faut pas dire que c'est fini ces traitements par voie intraveineuse, pas du tout, mais disons dans certaines circonstances, on peut les remplacer par d'autres. Alors, c'est quoi la stratégie thérapeutique dans cet HTAP du groupe 1? Il y a 2 grandes choses qui vont nous faire décider la stratégie thérapeutique. C'est la stratification du risque, je vous ai dit, c'est très important de stratifier ce risque, et puis c'est la présence de comorbidités cardiovasculaires et cardiopulmonaires. Les patients qui ont une obésité, une HTA, un diabète, une coronaropathie ou une maladie parenchymateuse pulmonaire, vous allez voir qu'ils ont une prise en charge qui est différente. Je vous mets ça sur ce grand algorithme et je vous explique. On évalue, est-ce que le patient a des comorbidités, est-ce qu'il est à risque ou pas. Donc, un patient qui n'a pas de comorbidité cardiovasculaire, qui a bas risque, maintenant, les recommandations, c'est une bithérapie initiale par antagoniste des récepteurs de l'endothéline, inhibiteur des phosphodiestérases 5. C'est une nouveauté des recommandations. Il y a eu un essai qui s'appelle Ambition, qui a bien montré que la bithérapie d'emblée pour les bas risques, elle faisait mieux qu'une monothérapie. Donc, bas risque, pas de comorbidité, bithérapie d'emblée par un inhibiteur des phosphodiestérases, un antagoniste des récepteurs de l'endothéline.
À haut risque, c'est une trithérapie d'emblée. C'est un peu moins fort, c'est du 2A, mais c'est une trithérapie d'emblée. Par, toujours pareil, antagoniste des récepteurs de l'endothéline, inhibiteur des phosphodierestérases et un analogue de prostacycline. Et vous voyez que là, chez les hauts risques, c'est d'emblée par voie IV ou par voie sous-cutane. Donc là, il n'y a pas le Uptravi dans ces recommandations-là. Hein. Donc c'est soit le Remodulin, soit le Flolan en trithérapie d'emblée. Je vous ai dit, l'autre chose, c'est le risque et l'évaluation des comorbidités. S'il y a des comorbidités, une monothérapie orale, soit on choisit un antagoniste des récepteurs de l'endothéline, soit un inhibiteur des phosphodierestérases, mais une monothérapie. Et ensuite, ces patients, on les réévalue. Le but de la réévaluation à 3 et 6 mois, c'est qu'ils soient dans la catégorie la plus basse possible. S'ils ne sont pas dans la catégorie les plus basses possibles, on peut envisager des modifications thérapeutiques. Modifications thérapeutiques, là, c'est ajouter un analogue des prostacyclines, et là, on a le droit de mettre l'analogue des prostacyclines par voie orale. Donc, par exemple, s'ils sont là, une bithérapie, on a le droit d'ajouter le Selexipag, le Uptravi dans cette catégorie-là. Ou ce qu'on peut discuter, c'est arrêter l'inhibiteur des phosphodierestérases et puis mettre le riociguat. Chez les patients qui sont à haut risque ou à risque intermédiaire haut lors du suivi, on ajoute l'analogue des prostacyclines et on l'ajoute par voie IV ou par voie sous-cutanée. Vous voyez, hein, c'est un traitement quand même assez agressif. Hein. Ils sont à haut risque, ils ont une trithérapie d'emblée. Ils sont à haut risque au moment du suivi. On ajoute un analogue des prostacyclines par voie IV et on discute la transplantation pulmonaire. Alors là, il y a un petit quelque chose qui est assez rigolo dans les recommandations. C'est pour vous dire que rien n'est si simple. Moi, ça m'a un peu surpris que les patients qui aient des comorbidités, ils bénéficient d'une monothérapie alors qu'on sait qu'ils vont être plus graves globalement. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est pas trop pour le risque d'effet indésirable parce que c'est plutôt bien toléré, les inhibiteurs des phosphodierestérases et les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Ça peut faire un peu baisser la tension, ça peut faire mal à la tête, mais globalement, c'est plutôt bien toléré. En fait, c'est parce qu'on a du mal à évaluer le phénotype de ces patients. Et en fait, les patients qui ont des comorbidités, on sait qu'en fait, ce n'est pas vraiment des vrais patients d'HTAP du groupe 1. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, dans cette catégorie des HTAP du groupe 1, les patients qui ont plus de 60 ans, qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, on sait qu'ils vont avoir des phénotypes un peu différents. Ça ne va pas être la présentation classique, comme je vous ai dit, une patiente jeune, plutôt de sexe féminin. Puis en fait, dans ces patients-là, il y a des patients qui ont un vrai cœur gauche, c'est des patients qui sont âgés, qui ont des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, qui sont des femmes, qui font de l'AFA. Alors attention, hein, ce n'est pas des formes post-capillaires. Au KT, ils n'ont qu'une forme précapillaire, mais très classiquement, c'est une présentation de cœur gauche. Quoi. Pareil, il y a des patients là qui vont avoir un phénotype cardiopulmonaire. Ils sont âgés, c'est des hommes, ils fument, ils sont un peu hypoxiques, ils ont une DLCO ABC. Et ça, c'est un phénotype un peu particulier. Et en fait, avant, on prenait que des charges en prise en charge des patients spécifiques, avec que des patients hyper jeunes. Et maintenant qu'on en voit plus des patients dans ces centres d'expertise, ils voient que dans leur présentation, ça varie. Et sur 100 patients, il y en a 13% qui ont une présentation classique, il y en a 51% qui ont une présentation phénotype cardiopulmonaire, avec un KT qui est précapillaire pur, hein, attention. Et il y en a 36% qui ont un phénotype cœur gauche. Et c'est là où vous voyez qu'il faut continuer à faire de la médecine, qu'il ne faut pas faire que du centre d'expertise et du KT à tour de bras. Et on a le droit d'avoir un peu de finesse et puis se dire, ce patient, même s'il a une HTAP, il est hypoxique, il fume, très probablement, il ne rentre pas dans cette catégorie vraiment HTAP du groupe 1. Et c'est pour ça qu'en fait, ces patients, ils les ont un peu sortis des recommandations parce que on sait qu'ils ne doivent pas bénéficier des mêmes traitements. Déjà, ils n'ont pas été évalués aussi dans les études. Et puis, quoi qu'il arrive, ils auront une comorbidité, un pronostic cardiovasculaire qui est beaucoup plus mauvais. Et donc, en fait, ces patients, ce n'est pas pour dire qu'il faut moins bien les traiter, mais c'est pour dire plutôt qu'il faut les identifier et qu'ils ne font pas exactement partie de ce groupe d'HTAP du groupe 1, en fait. Ce que je vous dis là, ces patients avec comorbidité cardiopulmonaire qui correspondent soit au phénotype cœur gauche, femme âgée, soit phénotype cardiopulmonaire, patient, homme âgé qui fume, qui est un petit peu hypoxique, les études, elles n'ont pas été faites pour eux. On sait qu'ils ne répondent pas très bien au traitement de l'HTAP. Et puis, on sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas les faire rentrer dans nos algorithmes de prise en charge tout à fait classiques avec une évolution vers le bas risque lors du suivi.
une diapo pour vous montrer un traitement classique d'un patient qui est pris en charge, un vrai patient qui est pris en charge pour une HTAP du groupe 1, Volibris 5 mg ou 10 mg, tadalafil, c'est Adcirca 20 mg. Donc un inhibiteur des phosphodiestérases, le tadalafil, un antagoniste des récepteurs de l'endothéline, l'ambrisentan. Il est 9 h, donc il faut que je fasse un peu plus vite. Je vous passe sur les cardiopathies congénitales. Un petit mot sur les HTAP du groupe 2, les post-capillaires, que ce soit de l'insuffisance cardiaque à pression, à fonction systolique altérée, préservée entre les deux, que ce soit des cardiopathies du cœur gauche et des valvulopathies aortiques ou mitrales. Ça aboutit les deux à la même chose, à de l'hypertension artérielle pulmonaire qui est post-capillaire pure, donc isolée au début, et puis après, quand se développe une maladie pulmonaire, qui est une HTAP post-capillaire combinée avec à la fois une part précapillaire, à la fois une forme post-capillaire. C'est quoi les recommandations sur les thérapeutiques? C'est optimiser le traitement du cœur gauche, c'est clair. Est-ce qu'il faut faire des cathédrals droits ou pas dans ces HTAP post-capillaires? Oui, si c'est une cardiopathie du cœur gauche, mais seulement s'il y a une décision thérapeutique qui en découle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va l'opérer ou est-ce que c'est plutôt une précapillaire et on voudrait la traiter, etc. En tout cas, on ne fait pas des cathédrals droits dans des HTAP post-capillaires ou des HTAP associés à une cardiopathie gauche pour s'amuser. C'est juste s'il y a une décision thérapeutique qui en découle. Ils disent bien, oui, s'il y a l'IT sévère, avant d'envisager soit un triclip, soit une intervention chirurgicale, ça, c'est une bonne indication de cathé droit. Une recommandation qui est assez intéressante, si on a une cardiopathie du cœur gauche ou pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire et puis qu'on a une papo limite, ils disent que c'est intéressant de faire ce qu'ils appellent fluid challenge, c'est-à-dire une épreuve de remplissage pour démasquer une HTAP post-capillaire. Donc, c'est encore une fois un petit peu ces profils et ces phénotypes un peu entre deux. Si on a une papo qui est limite, qui dit que ce n'est pas vraiment du post-capillaire, mais que nous, cliniquement, on a tout pour croire que c'est de la pathologie du cœur gauche, il ne faut pas hésiter à faire une épreuve de remplissage lors du cathé droit pour démasquer cette HTAP post-capillaire. L'épreuve de remplissage, c'est 500 ml de salé sur 5 à 10 minutes et il faut que la papo devienne supérieure à 18 mm de mercure. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, il n'y a pas beaucoup de séries. Ça peut vraiment être intéressant pour justement pas considérer à tort une HTAP du groupe 1 qui est en fait une HTAP classique de cœur gauche. Est-ce qu'il faut traiter par les traitements spécifiques de l'HTAP? La réponse globalement, c'est non. On traite la cardiopathie du cœur gauche. Les traitements usuels de l'HTAP, elles ne sont pas recommandés. Ça, c'est la vision un peu générale. Après, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a pas mal de séries sur les inhibiteurs des phosphodiestérases sur des patients qui souffrent de cardiopathie à fonction systolique préservée. Vous savez que fonction systolique préservée, il n'y avait rien qui marchait sur ces catégories-là, à part les inhibiteurs des SGLT2 qui viennent de sortir. Et du coup, le labo des inhibiteurs des phosphodiestérases, ils se sont un peu lancés là-dedans avec des résultats qui sont plutôt positifs. Les recommandations de l'ESC, elles ont décidé de ne pas en prendre compte parce que ce n'est pas des études sur inhibiteurs phosphodiestérase et HTAP post-capillaire, c'est des études sur inhibiteurs des phosphodiestérases et cardiopathie à fonction systolique préservée, qu'il y ait ou non de l'HTAP post-capillaire. Donc, ça ne répondait pas tout à fait à la question. Ils ont décidé de dire que non, il ne fallait pas le faire dans les HTAP post-capillaires isolés et dans les HTAP post-capillaires combinés. Ils sont un peu bottés en touche en disant on ne peut pas trop répondre, mais si oui, il y a vraiment de l'HTAP post-capillaire, elle est vraiment combinée, elle est vraiment sévère avec des résistances vasculaires pulmonaires qui sont très hautes, supérieures à 5, et donc avec une part précapillaire qui existe vraiment, on peut au cas par cas décider de traiter par des inhibiteurs des phosphodiestérases. Donc, globalement, c'est non. Il ne faut pas oublier ces formes un peu avec une grosse part précapillaire, même s'il y a une cardiopathie du cœur gauche, avec des résistances très élevées. On peut discuter au cas par cas un traitement par inhibiteur des phosphodiestérases. J'en finis avec ces recommandations avec l'HTAP post-embolique chronique. Là, c'est une petite diapositive pour vous dire que ces HTAP post-emboliques chroniques, il y a plusieurs formes. Il y a les formes qui touchent les gros troncs, il y a les formes qui touchent les troncs un peu intermédiaires, et puis il y a aussi toute la pathologie microvasculaire. Et en fait, c'était intéressant parce que les thérapeutiques qui en découlent sont à peu près en rapport avec ça. Vous savez qu'on a 3 grandes thérapeutiques à proposer en rapport avec les HTAP post-emboliques. Il y a la technique chirurgicale. La technique chirurgicale, c'est une endartériectomie
pulmonaire. Et ça, c'est une stratégie qui marche bien sur les obstructions proximales, donc qui correspond à celle-ci. Il y a maintenant la stratégie de dilatation artérielle pulmonaire en angioplastie, qui correspond plutôt à ces encrassements, on va dire, qui sont au milieu de l'arbre pulmonaire. Et puis, sur les formes très distales, le traitement médical, avec notamment les stimulateurs de la guanylate cyclase, c'est le riociguat qui marche bien dans cette catégorie-là. Alors, qu'est-ce que nous dit l'algorithme de prise en charge? Ce qui nous doit nous faire décider de telle ou telle technique, c'est est-ce que le patient est opérable? S'il n'est pas opérable, c'est clair, on ne parle pas de la stratégie chirurgicale. Si le patient est opérable, bien sûr qu'en recommandation de classe 1, c'est plutôt la stratégie chirurgicale avec plutôt l'endartériectomie chirurgicale. Un tout petit quand même bémol là-dedans, c'est qu'il y a des patients qui sont opérables mais qui n'ont vraiment pas une forme accessible à la chirurgie, qui est vraiment une forme plus distale et qui peuvent bénéficier d'emblée de l'autre stratégie. Et l'autre stratégie, les recommandations, elles le disent bien, c'est une stratégie combinée qui associe l'angioplastie pulmonaire et le traitement médical. Avant, on ne savait pas trop quelle était la place du traitement médical en rapport avec les deux. Maintenant, on le sait. On propose, chez les patients à qui on propose une angioplastie, de leur proposer soit avant, soit pendant une stratégie médicale par le riociguat. Donc, qu'est-ce qui nous fait, nous, en pratique, les patients, on les adresse à Hélène Bouvet, à Grenoble, qui elle-même les adresse au centre d'expertise de l'HTAP post-embolique à Paris, et ils font un colloque où ils décident est-ce que le patient est opérable ou pas, est-ce que c'est une forme plutôt favorable à la chirurgie, est-ce que c'est une forme plutôt accessible à l'angioplastie, et ils décident comme ça, soit on fait chirurgie, et soit on fait angioplastie, ou plus riociguat, pardon. Dernière petite ligne, si le patient a été opéré mais garde des symptômes, ça c'est également une bonne indication de compléter le geste par de l'angioplastie. C'est cette ligne-là. C'est sur du scanner, ça, qu'il voit si c'est gros tronc intermédiaire. Bien sûr, ouais. Quand tu adresses un patient pour tout le circuit là, de l'HTAP post-embolique, c'est donc la suspicion clinique, tu confirmes en échographie, ensuite un scanner, un cathé droit, ou un scanner, une angiographie pulmonaire. Et à partir de ça, on décide la stratégie. Mais ouais, il y a le scanner et il y a l'angiographie pulmonaire qui nous permet de savoir quel est le degré d'obstruction des troncs. La diapositive de conclusion qui vous dit que l'HTAP, c'est quelque chose d'assez rare, ça touche 1% de la population, qu'il y a différents mécanismes physiopathologiques, que ce soit de l'obstruction du cœur gauche, du poumon ou de la maladie artériolaire directement, que quoi qu'il arrive, quel que soit le mécanisme physiopathologique, les PAPM montent, les résistances montent, et ça, c'est grévé à de la mortalité, et qu'il y a nos 5 grands groupes, les HTAP du groupe 1 très spécifiques, assez rares, qui bénéficient pas mal d'innovations thérapeutiques dont je vous ai parlé. Les HTAP du groupe 2, c'est le cardiologue, c'est très fréquent, on traite le cœur gauche et dans de très rares cas, on peut utiliser les inhibiteurs des phosphodiesterase. Le groupe 3, assez classique en lien avec les pneumos. Et le groupe 4, c'est rare, mais on n'a pas le droit de passer à côté. On dépiste ça à 3 et 6 mois d'une embolie pulmonaire. ETT, scintigraphie, ventilation, perfusion, et il y a les 3 traitements qui marchent, la chirurgie, l'angioplastie pulmonaire, le traitement par stimulateur des guanylates cyclase. Le groupe 5, que l'on oublie. Je vous remercie.